Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur 01net TV. Avant toute chose, veuillez nous excuser, on a eu des petits problèmes techniques. C'est pour cela que, exceptionnellement, ce 01 Live Hebdo n'est pas en direct. Il est en léger différé. Mais on a malgré tout voulu être avec vous pour fêter les 10 ans de l'iPhone. Jérôme, bonsoir. Oui, je reprends la pause. Ah oui. Salut François, Parce que bonsoir pour à tout tous. vous dire, ça fait une demi-heure qu'il est comme ça. Il commence à avoir des crampes. Et oui, qu'est-ce que tu as entre les mains, Jérôme? Ça me dit quelque chose de loin comme ça. La star de la soirée, c'est cette petite chose que j'ai entre les mains. Alors, l'exemplaire que j'ai là, je peux te dire qu'il a vécu. Il est bien usé de partout. C'est l'original, c'est le tout premier iPhone, sorti il y a exactement 10 ans. C'était en juin 2007. Alors, au menu de ce 01 Live Hebdo spécial 10 ans de l'iPhone, bien sûr, on va revenir sur cette révolution, sur le paysage de l'époque avant l'iPhone. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quand même assez drôle. Et puis, avec Pierre Fontaine, qui est ici dans ce studio, on s'intéressera justement aux petites anecdotes sympathiques qui ont marqué quand même la création de ce smartphone. Bien sûr. Et puis ce smartphone qui, et c'est pour ça qu'on en parle, a révolutionné, on peut le dire, la mobilité, et même d'une manière générale, je dirais le paysage high-tech. Alors on va écoutez, passer en revue ces 10 années, comment a-t-il évolué cet iPhone? Et puis même par rapport à la concurrence, qu'est-ce que ça a changé? Le fil de ces 10 années d'iPhone. Et puis, on s'intéressera aussi au futur quand même. L'avenir de l'iPhone 8 tout à l'heure. À quoi pourrait-il ressembler nos fins limiers? On menait l'enquête, on a peut-être quelques éléments et même de le 9, le 10, etc. Alors, ça va être un peu plus compliqué. On va déjà se cantonner au 8. On peut l'imaginer. On ne sait pas tout. Hein. On va voir, on va voir. Bon voilà, 01 Live spécial iPhone, on ne pouvait pas passer à côté. Merci d'être avec nous, c'est parti. Et pour débuter, notre question 01 Net Orange qui est forcément liée à l'actualité. Qu'attendez-vous du nouvel iPhone, du futur iPhone qui sera présenté à la rentrée? Allez, on a choisi arbitrairement 3 caractéristiques. Dites-nous celle qui vous intéressait le plus. Un capteur d'empreinte sous l'écran, un écran bord à bord ou bien la reconnaissance faciale. Allez-y, votez. Et on fera un point sur les réseaux sociaux et non pas dans ce 01 Live puisque, nous vous le rappelons, nous sommes en léger différé exceptionnellement ce soir en raison de petits problèmes techniques. Pour voter, www.01nettv.com. Tu as bien raison de le signaler. Pierre Fontaine et Éric Le Bourlou sont là. Messieurs, bonsoir. Ah ouais, on a sorti la team iPhone. Ah ouais, non mais là, la team iPhone, franchement... Les plus vieux de l'équipe. Allez, avec nous. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On aimerait dire que c'est pas vrai. Ils étaient là en 2007, nous aussi d'ailleurs. On avait 7 ans en 2007. Ouais, ça va, ne te vante pas, Pierre. Un tout petit peu plus. Un petit peu plus. Bon, les amis, c'est quand même un événement important, ces 10 ans de l'iPhone. On va peut-être revenir à la genèse, comme dit Jérôme, au tout début de la création de cet iPhone. Peut-être avec toi, Pierre, pour commencer sur les petites... les petits secrets de fabrication. Pourquoi Apple s'est-il lancé dans cette aventure finalement? En fait, il y a des tonnes de raisons et selon qui on écoute, il y a des tonnes d'explications. Il y a une chose qui est certaine, c'est que au tout début du retour au pouvoir de Steve Jobs, l'ère paléolithique, au Crétacé. Non mais donc au retour de Steve Jobs, au début, donc on va se retrouver rapidement au début des années 2000. Il y a une équipe qui va se constituer, une équipe qui correspondrait pas mal à une équipe de pirates comme celle qui avait mis un drapeau au-dessus du bâtiment où était construit le Macintosh en 84, enfin jusqu'en 84. Une toute petite équipe qui va chercher à mettre au point de nouvelles interfaces et qui va aboutir à mettre au point un truc qui avait déjà été développé par ailleurs, qui est le multitouch. Et en fait, cette équipe va travailler en douce, elle va préparer quelque chose, elle va aboutir à un résultat qui est pas mal, mais on n'en parle surtout pas à Steve Jobs. Et ça, ce qui est assez important, c'est que quand on parle de l'iPhone, on pense à Steve Jobs et on a l'impression que c'est lui qui s'est levé le matin, qui s'est cogné la tête et fait « Hey, j'ai une idée !» Et en fait, on va changer le monde. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que derrière, il y a une armée d'ingénieurs qui ont mis au point peu à peu les différentes technologies et qui ont regroupé tout ça. Donc ils ont mis au point une démonstration multitouch qui était pas mal, qu'ils ont montré à Johnny Ive, qui était déjà l'homme qui montait en puissance. C'est le chef du design qui est devenu, on va dire, le numéro 2 un peu officieux d'Apple. Et Johnny Ive voit ça, fait « c'est absolument génial, mais il faut surtout pas le montrer à Steve Jobs ». Pourquoi? Parce que c'était pas suffisamment finalisé. Et Steve Jobs, si on le prend le mauvais jour, vous pouvez dire bon, ça on arrête, c'est de la merde. Voilà. Donc en
fait, ils vont développer ce qui va être finalement le cœur de la révolution de l'iPhone, le multitouch. Ils vont le développer en douce pendant des mois. On rappelle ce que c'est parce que pour nous, ça nous paraît le multitouch. Voilà. Le multitouch, en fait, le multitouch, c'est la capacité de toucher avec plus d'un doigt une surface tactile et d'interagir. Par exemple, c'est ce qui permet de le pincer pour zoomer. Le pincer écarté pour zoomer, c'est ce qui permet de faire défiler des pages à deux doigts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça, c'était l'effet waouh de l'iPhone. C'est-à-dire que à partir du moment où on voyait une photo et qu'on faisait comme ça pour la zoomer ou la dézoomer, mais tout le monde, on avait l'impression que c'était de la magie, quoi. C'était tout à fait, c'était la magie, et c'était ça a été d'ailleurs un des points d'orgue de la conf de janvier 2007. Quand Steve Jobs est monté sur scène et a dit on est en train de travailler sur on va vous présenter 3 produits révolutionnaires aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait la volonté aussi de faire évoluer l'iPod et de marier l'iPod, c'est-à-dire la musique, avec la téléphonie mobile. Et d'ailleurs, là on voit une image. Ce qui est amusant, c'est que on voit, en fait, il dit voilà, on va faire un iPod avec un cadran de téléphone. Et donc c'est amusant parce que évidemment c'est une énorme blague. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est qu'il y a un métatexte là-dessous. C'est qu'il y avait 2 équipes qui développaient l'iPhone. Il y avait l'équipe de Scott Forstall, qui est finalement après devenu le boss d'iOS et l'iPhone. Et puis il y avait Tony Fadell, qui est le père d'une partie de l'iPod et qui était lui très attaché à faire un iPod capable de téléphoner. Et en fait, cette image qui est très drôle, c'est une vacherie contre Tony Fadell. C'est une sorte de vacherie contre Tony Fadell, voilà. Qui avait quand même imaginé une interface de genre pour l'iPhone. Oui, tout à fait. Qui pensait ça, qui pensait en fait avoir avec un cadran, un iPod capable de téléphoner. Mais alors évidemment, c'était pas, on composait pas le numéro en tournant la roue, mais on se naviguait dans l'interface de cette manière. Pierre, c'est vrai que aussi pour Steve Jobs, le fait de sortir un iPhone, c'était aussi imaginer l'avenir de l'iPod qui commençait à être concurrencé par d'autres marques. C'est vrai que c'était aussi le début de tous ces constructeurs, souvent chinois, qui sortaient des baladeurs MP3 à quelques dizaines d'euros. Et voilà, Steve Jobs a pris peur et s'est dit, tiens, il va falloir que je sorte un nouvel appareil plus complet pour concurrencer l'iPod et surtout avoir alors c'était pas tant la concurrence des baladeurs numériques que la concurrence, ils voyaient bien que les téléphones commençaient à faire de la musique et ils disaient pourquoi avoir 2 appareils en poche et surtout il y a une antienne chez Apple, c'est ne pas avoir peur de se cannibaliser soi-même, c'est-à-dire si on doit se faire piquer des parts de marché, autant que ce soit par nous-mêmes. Donc il y a eu cette démarche, et c'est vrai qu'historiquement, le premier produit multitouch tactile sur lequel travaillait Apple, c'était une tablette, genre une sorte d'iPad un peu plus gros que ce qui est sorti, mais voilà. Et le problème, c'est que Steve Jobs se disait, moi, je vois pas l'intérêt pour l'instant que j'ai à vendre ça aux gens. En revanche, il s'est dit, mon téléphone est complètement pourri, avec le clapet, avec les touches qui font clic-clac, clic-clac. Je vois tout à fait ce que le tactile pourrait apporter en termes d'usage. Et donc là, effectivement, il y a eu cette évolution. Et donc, effectivement, pour répondre au fait que l'iPod allait se faire manger peu à peu par des téléphones multifonctions, et puis par cette nécessité d'apporter un téléphone où il y aurait un vrai changement. Alors, janvier 2007, la présentation officielle, la fameuse keynote historique, quand même. Tout à fait. Sans doute celle qui restera le plus dans les mémoires. Et à l'époque, c'était quoi le paysage high-tech ? Les téléphones mobiles, ça existait déjà quand même. Bien sûr. Et on n'avait pas ça, donc, par définition. Qu'est-ce qu'on avait ? Alors, est-ce que vous vous souvenez ce qu'on avait ? C'était quoi ton téléphone à l'époque ? Moi, à l'époque, c'était un Nokia N95, je pense, si je ne m'abuse. Monsieur avait le top du top. C'était le top du top. Ah, quand même, à l'époque. Le meilleur appareil photo. Voilà. Le meilleur photophone du moment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà des smartphones. Mais ils étaient très différents. C'est celui-là, le N95 ? C'est ça, c'était le N95. Et c'était effectivement un super smartphone pour l'époque. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on a vu, nous on n'y était pas à cette conférence, mais quand on a vu Steve Jobs présenter ça, on s'est tout de suite dit que les 3/4 ou même tous les téléphones du marché venaient de prendre un énorme coup de vieux grâce effectivement à cette technologie multitouch qui évidemment tout le monde l'utilise aujourd'hui, mais à l'époque c'était une révolution de voir simplement le fait de voir un balayage de ses contacts ou de ses chansons ou pour déverrouiller,
c'était une vraie révolution par rapport à ces téléphones, ces smartphones. Et puis il y avait une accélération. Enfin, il y avait aussi une accélération graphique, même sur l'écran d'accueil, où on voyait se déverrouiller avec cette lumière qui passait comme ça. On voyait jamais ça sur un téléphone. Il en parle avec émotion. Non, mais on voyait pas ça sur un téléphone. C'était beaucoup plus sommaire avec des OS qui étaient même Symbian à l'époque qui était sur le Nokia N95 n'avait rien à voir avec iOS. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce qu'il y avait la N95, il y avait évidemment, il y avait Microsoft qui avait des parts de marché avec Windows Mobile. Il y avait évidemment présent. Moi, j'avais un QTEC, les amis, à l'époque. Qui s'appelait pas Windows Mobile, il s'appelait. C'était il y avait Windows CE. Il y avait Windows Mobile 6. Windows Mobile 6. Moi, j'avais ce type de téléphone qui était très lié à l'usage du stylet. On voit bien. Et d'ailleurs, l'usage du stylet qui était moqué par Steve Jobs. Mais en fait, ce genre d'appareil était utilisé. François, plutôt par des professionnels. C'était la grosse diff. C'est ça qui a beaucoup changé avec l'iPhone. À l'époque, il y avait le menu démarrer. L'interface de Windows Mobile n'était absolument pas adaptée à un usage même avec le stylet. C'était compliqué. Les menus étaient tout petits. Il y avait des menus à ne plus savoir qu'en faire. C'était juste une horreur d'un point de vue ergonomique, on peut le dire, à tel point que quand l'iPhone est sorti, Microsoft a été obligé de proposer à l'arrache une surcouche sur ses téléphones qui venait se superposer à l'interface classique de ces téléphones qui était restée la même. Ils avaient simplement conçu une interface un peu plus tactile friendly au-dessus. C'était juste horrible. Mais d'ailleurs, quand on cherchait dans les sous-menus, on retrouvait les petits menus gris. Ce qui fait qu'on avait du tactile, donc on n'utilisait pas le stylet. Et quand on allait chercher dans les sous-menus, on était obligé de ressortir le stylet pour pouvoir l'utiliser. C'était complètement aberrant. À leur décharge, ils pariaient sur le fait que les gens étaient habitués au PC, à l'interface de Windows sur le PC, et que du coup ils ne seraient pas dépaysés avec ce type d'interface. Mais Microsoft, sur un petit écran, ça marchait pas. Microsoft s'est toujours planté sur le tactile, puisqu'on rappelle quand même qu'en 2003, ils avaient lancé le tablette PC, qui était un Windows XP tactile, qui était d'un point de vue technique très intéressant, mais avec aucune réflexion sur l'interface en elle-même. Donc en fait, on avait un Windows, oui, on pouvait utiliser un stylet pour prendre des notes, etc. Mais en même temps, il n'y avait aucun changement d'interface. Ce qu'a apporté l'iPhone, en fait, c'est que c'était une interface qui était pensée pour un usage tactile au doigt. Et ça, évidemment, quand tout le monde a vu ça, il fait mais c'est génial. Mais oui, utilisons nos doigts, c'est vrai. Y compris l'équipe qui développait Android depuis quelques temps déjà, d'ailleurs. C'est sorti en début d'année pour les 10 ans de l'annonce de l'iPhone. L'équipe qui développait Android a évidemment suivi la keynote, etc. Et en fait, quand ils ont vu ça, ils ont fait OK, machine arrière, on arrête tout. Les smartphones qu'on avait prévus pour sortir, il faut enlever les claviers, c'est plus possible. Il faut qu'on repense notre interface et qu'on se mette à niveau d'iOS. Alors là, on voit les images de la fameuse keynote de janvier, donc la démo du tout premier iPhone. Mais ce qu'il faut dire, et maintenant tout le monde le sait, c'est que cet iPhone, il fonctionnait sur 3 pattes en fait. Il marchait très mal. Tout à fait. Alors en fait, Steve Jobs avait répété le truc de manière assez incroyable parce que le logiciel ne fonctionnait que dans un certain ordre. Par exemple, il fallait faire la démonstration de l'application Mail avant la démonstration de l'application iPod. Autrement, tout plantait. Et donc, il est là, il est en train de nous vendre le téléphone révolutionnaire. Il a l'air super à l'aise. Et en fait, je pense qu'il dit OK, là, il ne faut pas que j'appuie sur ce mot-là. OK, il faut que je fasse ça. Il ne s'est pas trompé une seule fois. Il s'est pas, si c'était trompé, on l'aurait assez rapidement. Et effectivement, l'OS, iPhone OS, n'était pas du tout prêt. C'était encore un peu fait de briques et de broc. Et les 6 mois qui ont mené à sa commercialisation n'ont pas été 6 mois de repos pour les équipes. Non. Mais malgré tout, ils ont tenu leur délai. Il est sorti. Ils ont tenu les délais qui s'étaient fixés, je pense, en connaissance de cause. Alors, il y a une légende qu'on m'a jamais confirmée, mais qu'on m'a infirmée avec un grand sourire entendu. C'est qu'effectivement, Steve Jobs aurait dit à ses équipes, écoutez, là, ce que vous allez faire, c'est que vous rentrez, vous dites bonjour, au revoir à votre famille, vous prenez vos valises, vos habits, et vous revenez et vous allez bosser maintenant parce qu'il faut vraiment qu'on soit dans les délais. Il paraît que c'est du délire. Il y a même eu des divorces, il y avait des clair, psychodrames. Voilà. C'est terrible. Ouais. Et puis on sait que Steve Jobs c'était très très dur. Donc, quand il voulait quelque chose, il fallait faire en sorte que ça arrive. Rien ne pouvait l'arrêter. Voilà pour on va dire les petites anecdotes croustillantes. Il y en a plein d'autres, mais c'était quelques-unes assez sympathiques. Je voulais juste ajouter un truc par rapport à ça parce que il y a eu beaucoup de commentaires sur les. Dans le micro. Il y a eu beaucoup de commentaires quand on a fêté les 10 ans la semaine dernière du lancement de l'iPhone et beaucoup de gens ont dit l'iPhone était vous êtes pro Apple, etc., etc. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte et notamment les plus jeunes que en fait ce téléphone a vraiment tout changé. Mais c'est exactement ça, Eric. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'iPhone a changé dans nos vies, dans vos vies? On est allé vous poser la question. Regardez. Quand le premier iPhone est sorti, il y a 10 ans,
J'ai trouvé ça très bien. Ouais. C'est-à-dire c'était performant, il y avait novateur et performant. Je ne changerai pas. Avant j'avais le 4, là je suis passé au 5 et c'est vrai que c'est un peu de famille. Du coup, on a tous un peu des iPhones dans la famille. Au départ, l'iPhone, c'était un peu révolutionnaire, mais après, les concurrents, ils ont un peu essayé d'imiter la chose, je dirais. À la base, depuis le début, j'étais restée avec Samsung et je me suis dit pourquoi pas changer. Et parce que iPhone, on sait qu'il y a plein de coques qui sont faites pour les iPhones, donc je me suis dit pourquoi pas changer. Et depuis que j'en ai un, je suis contente et voilà. Alors pour moi, c'est une secte parce que tout se regroupe dans l'iPhone. On peut même pas échanger de musique, de photos. C'est vraiment compliqué. Alors moi j'ai un Huawei, c'est vraiment plus simple. Si je veux changer de photo ou de musique, ça se fait automatiquement. Avec n'importe qui, n'importe quel téléphone. Mais avec iPhone, on ne peut pas du tout. On est obligé d'avoir un iPhone ou avoir iCloud, rester dans une secte, quoi. Et moi je suis contre ça. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos témoignages. Voilà, Apple, c'est une secte, l'iPhone, c'est une secte. Ouais. La demoiselle tout à l'heure qui disait, voilà, moi j'ai acheté un iPhone parce qu'il y avait des coques. C'est quand même incroyable, quoi. Ouais, mais je pense que c'est un vrai argument. L'écosystème d'accessoires, c'est là où il y en a le plus, où il y en avait le plus pendant longtemps. Hein. Enfin, il y a aussi l'OS quand même, il n'y a pas que la coque. Mais le dernier argument est aussi tout à fait valable. On peut parler de secte, c'est peut-être un petit peu violent, mais en tout cas, effectivement, l'iPhone est un mobile beaucoup plus fermé que Cela dit, ça change un peu quand même. Ça s'ouvre un peu. Ça change un petit peu. C'est quand même plus compliqué de faire certaines choses avec un iPhone qu'avec un Android, par exemple. Une Zéro Live spéciale, donc 10 ans de l'iPhone. Je vous propose maintenant de revenir sur les 5 innovations qui ont marqué, qui ont jalonné la vie en fait de l'iPhone depuis ces 10 ans. Pierre, on en a parlé tout à l'heure, mais on va y revenir brièvement, c'est le multitouch et les écrans capacitifs, alors que la plupart des smartphones à l'époque avaient des écrans résistifs. Il fallait appuyer dessus et comme ça vraiment pour que ça marche. Le résistif dit bien ce que ça résiste. On voudrait que ça fonctionne, mais il veut pas lui. Alors que le capacitif, lui, il est capable. Voilà. En gros, c'est ça. C'est beaucoup plus rapide. C'est succinct, mais capacité électrique. Voilà. Deuxième innovation, c'est l'App Store. Ouais. Là, on est en 2008. C'est juillet 2008, ouais. L'iPhone 3G. 12, ou je sais plus, le 12 juillet, je crois. Voilà, l'iPhone 3G arrive. Oui. Donc là, ça commençait à être sympa pour surfer sur Internet parce qu'en Edge, il fallait quand même avoir un peu de temps. Sauf si on était en Wi-Fi. Et donc, l'App Store arrive. Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'au départ, Steve Jobs, l'App Store, n'en voulait pas. Il voulait pas de l'App Store parce qu'il voulait pouvoir, on le disait juste avant, contrôler les choses. Il voulait mettre des web apps. Et puis, surtout, il craignait pour la sécurité et pour l'expérience globale d'utilisation des utilisateurs. Néanmoins, Scott Forstall, dont on a déjà parlé précédemment, a réussi à convaincre les choses. Et l'App Store est lancé avec 500 applications, tenez-vous bien. Et c'est assez colossal, sachant que maintenant on en a, je sais pas, 1,4 million, comme ça. Donc 500 applications, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs un petit peu dingues, mais qui vont très rapidement. Ouais, la bougie, le briquet. Voilà, il y avait le verre de bière, le coussin péteur, il y avait les petits jeux qui tenaient partie de l'accéléromètre et du gyroscope, etc. Enfin, vraiment une assez grosse diversité qui va peu à peu exploser et va aboutir à une sorte de révolution d'usage parce qu'on va avoir une application, peut-être pas pour tout, mais pas loin, quoi. Alors, il y a des applications complètement inutiles et puis d'autres qui vont devenir incontournables au quotidien, qui vont changer la vie des gens. Ça va être l'application Airbnb, ça va être la possibilité de réserver un taxi via le téléphone, etc., etc. Et ça a créé un nouveau business, ça a créé un nouveau modèle économique pour des développeurs qui sont devenus, pour certains, milliardaires en quelques mois. C'est dingue. Et pour Apple aussi, c'est un sacré beau business, puisqu'on rappelle que Apple prend la répartition 30% de chaque vente transaction. Et on se rend compte que d'ailleurs, le modèle économique de ces applications a évolué. Au début, il y avait des applications gratuites qui étaient financées par la publicité, après des applications payantes, et maintenant, on a ces achats in-app qui font qu'on achète on télécharge une appli gratuite et on achète des petits bouts d'options supplémentaires en payant. Alors, juste par rapport à l'App Store, il faut savoir qu'en 2008 aussi, il y avait un autre énorme arrivant, c'est Android Market qui est arrivé également en 2008. Android, et bon, on connaît le succès d'Android aujourd'hui, ça s'appelait pas le Play Store, ça s'appelait Android Market et ça s'est sorti en même temps que l'App Store. Et Google avait déjà ça en tête dès le départ. C'était contrairement à Apple, avait cette logique de store logique de diffuseur central d'applications pour ses smartphones. C'était une des motivations de Google. Alors, les autres innovations, on arrive au 4S.
On fait un petit bond, hein, là. Ouais, on va faire un petit bond. Le 4S... Pourquoi le 4S? Parce que le 4S, mine de rien, est arrivé avec pas mal de grosses nouveautés. Le 4S, le S de Siri. Et alors c'est intéressant parce que on peut avoir un avis relativement partagé sur les performances de Siri actuellement. On peut constater que la concurrence a vraiment rattrapé, voire dépassé Apple dans ce domaine. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Apple a eu ce sens d'intégrer l'étape d'après, dans ce qu'on va dire permet d'interagir entre l'homme et la machine. On avait le multitouch et là. La voix qui permet de se passer, de taper sur le clavier, sur l'écran et de. Alors les commandes sont relativement succinctes, mais voilà, ça ouvre les portes d'une nouvelle manière d'interagir. Et on voit où on en est aujourd'hui. Hein. La commande vocale arrive maintenant à la maison, elle est sortie des smartphones, elle arrive dans les voitures. Donc effectivement, on voit que c'est une. Le but, c'est d'effacer les frontières et tout ce qui peut freiner l'usage d'un produit high-tech en fait. Et c'est vrai que le langage naturel, alors effectivement la route a été longue, hein, mais quand on interagit par exemple avec un Google Home, il y a une interaction qui est assez naturelle, on va dire. Alors, il faut le faire en anglais pour l'instant encore, mais il arrive en France bientôt. Il arrive en France début août. Bon, donc autre innovation. Donc le 4S, il y avait Siri, et puis surtout, moi ce qui m'avait vraiment ému, c'était la qualité de l'appareil photo du 4S. Ouais, moi c'est ce que j'allais dire aussi. On est passé du 4, qui était un appareil photo, rappelez-vous, de 5 mégapixels au 4S à 8, mais c'est pas trop les pixels, c'est qu'on a l'impression que Apple a complètement révolutionné en fait son appareil photo, et d'un coup, on s'est retrouvé avec des photos qui étaient comparables à un appareil photo compact. C'est devenu un appareil photo. C'est sans doute à partir de 4S effectivement que l'iPhone a commencé parmi pas mal de gens à remplacer un appareil photo compact. Hein, c'était le premier smartphone qui faisait de belles photos à l'époque. Oui, il faisait très belles photos. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on le voit à partir de ce moment-là sur Flickr, qui est une base de stockage de photos gigantesque en ligne, de partage de photos. À partir de là, les iPhones vont devenir l'appareil photo le plus populaire, et tous les modèles d'iPhone successifs vont se classer parmi les appareils photo les plus populaires au monde, parce qu'effectivement on a dans sa poche un appareil photo qu'on a en permanence et on n'a plus besoin de se promener avec un compact dédié. Alors certes, les résultats n'étaient pas forcément toujours meilleurs, parfois même moins bons, mais en tout cas on était obligé de se promener avec plusieurs objets. Rappelez-vous, cette keynote de l'iPhone 4S, c'était une keynote aussi qui a été réalisée dans des conditions quand même très difficiles, puisque Steve Jobs n'apparaissait pas. On est en octobre 2011. Il décède le lendemain. Le 5 octobre. Donc quand on revoit revoit cette keynote, elle est terrible parce que tous les dirigeants d'Apple savent que c'est la fin. Il y a un siège vide. Il y a un siège vide. Ils tirent tous la gueule, hein, on peut le dire. Et donc voilà, c'est dans cette ambiance très lourde que se déroule cette keynote. Tout à fait. On enchaîne. Alors, donc, les autres innovations qui ont marqué l'iPhone. C'est sur l'iPhone suivant, sur le 5S, c'est l'arrivée du Touch ID. Tout à fait. Alors c'est sur celui d'après, il y a eu le 5 entre les deux. Ouais. Effectivement, le Touch ID, ce qui est intéressant, c'est qu'il va effectivement permettre d'énormément sécuriser les appareils, parce que si vous vous souvenez bien, avant, chaque fois, si on avait mis un mot de passe, enfin un code, il fallait le taper à chaque fois qu'on voulait le déverrouiller, c'est-à-dire à peu près 86 fois par jour, selon les chiffres d'Apple. Ce qui est un petit peu rageant à la fin. Donc là, on pose son doigt. Alors c'est vrai que la première génération n'était pas très rapide, mais on pose son doigt, le lecteur reconnaît l'empreinte digitale, pouf, il déverrouille l'appareil et sans avoir tapé le code, on a accédé à son contenu. Et ça va donc non seulement fluidifier et sécuriser l'appareil, mais ça va aussi permettre l'arrivée derrière de services comme Apple Pay, où le paiement est sécurisé via le doigt et via ce qu'on appelle la Secure Enclave, c'est-à-dire des éléments dans le processeur qui permettent de s'assurer que c'est bien la personne qui a le doigt qui paye. Qui a le doigt? C'est bien, bravo Pierre, elle est superbe. Non mais c'est la chaleur, c'est la chaleur qui fait ça. Rappelons aussi que cet iPhone 5S est le premier iPhone dont iOS c'était le premier iPhone qui acceptait le 64 bits à l'époque. C'est la première architecture 64 bits. On rentre dans des considérations très techniques, mais mine de rien, ça va donner un coup d'accélérateur aux prochains iPhones. En fait. Ça va mettre à plat toute la voie de progression des architectures matérielles d'Apple et puis des évolutions logicielles, parce qu'on sait que avoir des applications et une plateforme logicielle 64 bits, ça permet d'adresser plus de mémoire, ça permet de fluidifier les choses en fait. Bref, c'est mieux. Et donc effectivement, mais comme pour Windows, ça contribue
contribue notamment à permettre d'avoir des iPhones qui ont beaucoup moins de RAM au global qu'un smartphone Android, mais avec une fluidité équivalente. Bon, ça, c'était les choses qui étaient géniales, tout ce que l'iPhone a apporté. Mais l'histoire a été jalonnée quand même par des petites boulettes. Hein. Il y a eu des problèmes. Des micro-boulettes. Des micro-boulettes, enfin des grosses boulettes quand même. Hein. L'une des pires. D'ailleurs, Eric va vous mimer la première boulette. L'une des pires, c'était le fameux Antenna Gate. Oui, c'était une des pires. C'était un exercice de communication ultra raté par Apple aussi derrière. Hein, franchement, toute cette affaire. C'était quoi l'Antenna Gate ? On rappelle. En fait, effectivement, c'était quel modèle d'ailleurs ? C'était l'iPhone 4. Et les images qu'on montre là, c'était Steve Jobs qui était revenu de vacances d'Hawaï pour faire une conférence de presse improvisée parce que c'était absolument ridicule. Ça commençait à gueuler, quoi. Cette conférence était ridicule. Là, franchement, ils ont fait une conférence pour nous expliquer que les téléphones ne sont pas parfaits. Je me souviens très bien qu'en fait, ils avaient quand même dit à l'époque que les gens ne tenaient pas leur iPhone correctement. Ouais. C'est ça qu'ils disaient. D'ailleurs, ce même du. C'est-à-dire que quand on le tenait comme ça dans le creux de la main, ça bloquait l'antenne. En fait, il faut expliquer en fait que. La réception était moins bonne. Dans le refonte du design avec l'iPhone 4, on abandonne le 3GS qui était un petit peu arrondi en plastique, tout ça. Donc un nouveau design et en fait. Plutôt que de cacher les antennes, ils ont mis les antennes du Wi-Fi et qui permettent de capter la 3G, etc. Sur le pourtour. Ouais. Et chaque fois, effectivement, on a ces petites poses en plastique dans les antennes. Voilà, si on mettait le doigt dessus, en fait, on atténuait le signal capté. Et on le voyait très bien. On voyait la barre de réception qui tombait d'un seul coup. On s'est tous amusés. On perdait le signal, on pouvait plus surfer, etc., etc. Et donc, c'était effectivement une mauvaise conception de l'appareil qui va être corrigée sur déjà la génération d'après. Mais qu'Apple a quand même absolument refusé de considérer. Ils ont accepté de donner des bumpers. Et ça s'est terminé par une coque, les bumpers qu'ils ont donnés à tous les gens. Mais d'ailleurs, les bumpers qui avaient été lancés en même temps que l'appareil. Et qui avait d'ailleurs été donné pour les tests et les testeurs avaient été encouragés à le mettre autour. Je me suis toujours posé la question de est-ce qu'ils ne s'étaient pas rendu compte avant qu'il y avait un problème et que en disant voilà, vu que c'est le modèle de test, ne le cassez pas tant qu'il est en cours de test, ils n'avaient pas encouragé à mettre le bumper. Je me suis toujours posé cette question. Voilà. Mais il y avait aussi ce côté hautain de Steve Jobs qui n'admettait pas en fait son produit parfait n'était pas aussi parfait que ça. Et c'est pour ça qu'il avait ce dédain pendant cette conférence. On voit qu'il était énervé. Il était très énervé, c'est vrai. Parce qu'il avait à peu près toute la presse contre son produit. Mais c'est vrai qu'il y avait de quoi un peu râler effectivement, parce qu'on peut pas dire que l'iPhone soit un produit pas cher et que c'était une erreur. Alors que cette antenne qui faisait le pourtour de l'iPhone était présentée comme une nouvelle fonction géniale et que tout le monde avait applaudi, en fait, il s'avère que c'était pas une si bonne idée. Et là, c'était au mois d'août 2010. Ouais, tout à fait. 2000. Et alors, un petit 2010 peu plus tard. Oui. Pour l'Antenna Gate. Oui, c'était ça. Autre bug, grosse boulette quand même, qui est beaucoup plus récente. C'est le Bendgate après l'Antenna Gate. Le Bendgate, c'était donc le modèle extra large, le 6 Plus. Oh là là, je déteste voir ces images. 6 et 6 Plus. Quand je vois ces images, moi, ça me traumatise. J'ai un iPhone 6 là et il est effectivement légèrement plié. Voilà. Alors on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a une coque, mais il est légèrement plié. Et le Bendgate, alors ça a été très critiqué. Voilà, ce qui était critiqué, c'était que quand on le mettait dans la poche arrière de son pantalon, on pouvait avoir cet effet-là. Mais là, c'est un petit peu vicieux. Là, c'est un peu violent, mais effectivement, de nombreux iPhone 6 sont. Si vous avez un iPhone 6, je vous conseille d'essayer d'ailleurs. Oui, voilà. Non pas d'essayer, mais de juste envoyer le téléphone. Regardez juste sur une table, posez-le et regardez s'il n'est pas un petit peu plié. Ça arrive à beaucoup d'iPhone 6. Mais d'ailleurs, ce qui avait aussi initié le problème, c'était pas seulement qu'on pouvait le plier en forçant plus ou moins dessus, c'est que quand il était branché en charge, parfois il se pliait aussi un peu tout seul. Ah oui, ça c'est un peu embêtant. Et puis il suffisait de le mettre dans une poche pour qu'il se voilà, quand il était vexé. Quand il rigolait beaucoup, mais en fait, après, il y a eu pas mal d'histoires de personnes qui mettaient leur iPhone dans la poche arrière de leur jean et qui se retrouvaient avec un iPhone bien plié. En fait, ils avaient trop allégé la structure en aluminium et qui ne résistait pas trop effectivement au point où sont les boutons, au point où la structure est la plus faible. Comment il y en a eu d'autres. Comment Apple oui, on peut changer. Oui, tu as raison. Mais encore une fois, Apple a pour le coup pas vraiment réagi à ça. Et c'est d'ailleurs un problème. Ça a été un petit peu genre ok, on va oublier cette histoire assez vite, mais c'est un vrai problème. Ce n'était pas juste une vidéo YouTube avec un gars qui force sur son smartphone. Ça pouvait arriver même dans une poche. Et moi, ça m'est arrivé au mien alors que je ne l'ai pas fait. Et j'ai évidemment pas fait ce que fait l'écran. Sur le 6 Plus, c'était encore plus flagrant parce qu'il était encore plus grand.
Bon, enfin, ça fait, c'est pas pour les excuser, mais sur une longue période, sur 10 ans, finalement, si on fait la part des choses, il y a eu des boulettes. Alors, il y a eu un inexplicable. Ça pose un peu. Il y a aussi une autre. Surtout sur téléphone à 700 €, rappelons-le. Hein. Il y a aussi une autre grosse boulette qui est quand même le lancement de Plan. Voilà, bien sûr. Alors, c'est pas directement lié au hardware, c'est du software, mais quand même, ça a été énorme. Ça a été catastrophique. Ça, c'était drôle. Et voilà, c'était l'appli de navigation. Ils voulaient concurrencer Google Maps. Là, on voit Scott Forstall à l'écran, et en fait, c'est cette personne. En fait, il était au moins aussi tyrannique que Steve Jobs, et les ingénieurs qui travaillaient sur Plan savaient que c'était pas prêt, et en fait, ils connaissaient le parcours qu'ils faisaient à peu près quotidiennement, ce qu'ils faisaient le week-end, et ils ont fait en sorte que Plan soit nickel pour lui. Voilà. Donc pour lui, c'était un plan était génial. Pour lui, jusqu'à la maison, ça marchait nickel, mais que pour lui, ça marchait. Voilà. En fait. Et ce qui fait que quand ça a été lancé, ça a été catastrophique. Il y a des gens qui se sont retrouvés au fond de lac, qui se sont retrouvés à croire être sur l'autoroute, se retrouver sur le tarmac d'un aéroport, etc. Enfin, il y a eu des vrais problèmes. Ça a été une catastrophe, et ça a amené finalement à la chute de Scott Forstall, qui était le leader depuis la naissance de l'iPhone, et qui a été éjecté manu militari par Tim Cook parce qu'il avait refusé de reconnaître les problèmes. Très belles images satellites. Voilà, légèrement déformées. On rappelle aussi pourquoi Plan existait. L'iPhone à la base utilisait Google Maps, et évidemment Apple, quand il y a un petit problème de concurrence avec Android, et voilà, ça n'était pas très content d'avoir Google Maps sur leur téléphone, et donc on a décidé. En fait, ils voulaient introduire la technologie de navigation au tour par tour, et Google a dit non, not on my watch, vous ne ferez pas ça avec votre techno. Donc ils ont dit ok, nous on veut introduire une technologie, on ne peut pas le faire avec la technologie de cartographie de Google, donc il faut qu'on lance ça. Donc, le truc, c'est que Google a mis 8 ans pour avoir un truc correct, qui tienne bien la route. C'est le cas de dire. Non, Google a travaillé 8 ans pour Google Maps. Ce qu'il y a d'amusant aussi dans cette histoire, c'est que donc Apple lance Plan, très vite fait son mea culpa en disant, même je me souviens, Tim Cook était monté même au créneau en disant on reconnaît les problèmes. Une lettre ouverte. Et ce qui est amusant, c'est qu'il recommandait même, il y avait eu un communiqué de presse en disant qu'il recommandait Google Maps, en disant laissons tomber pour l'instant, installer Google Maps, ça marche beaucoup mieux. Ça par contre, pour le coup, c'était assez surprenant de la part d'Apple, qui rarement s'excuse. Là, pour le coup, c'était Tim Cook, effectivement. Steve Jobs n'était plus. Il y avait un mea culpa. Voilà, ce 01 Live spécial iPhone qui se poursuit, mais juste avant, un petit tour du côté de la question 01net Orange. Comme chaque semaine, on vous invite à voter. Dites-nous ce que vous attendez du nouvel iPhone qui sera présenté en principe à la rentrée. Parmi ces 3 fonctions qu'on devine, un écran bord à bord, un capteur d'empreinte, la reconnaissance faciale. Donnez-nous votre avis, c'est intéressant. www.01nettv.com, et vous cliquez sur le sondage, la question 01net Orange. Voilà, j'espère que, en tout cas, vous passez un bon moment avec nous. C'est toujours hyper intéressant de revenir quand même sur cette histoire de ce smartphone qui a quand même changé pas mal de choses dans notre quotidien. Les anciens combattants. Pierre Fontaine est là et Jean-Sébastien Zanqui nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Sébastien. Et pour cette 3e partie donc de ce 01 Live spécial 10 ans d'iPhone, on va se projeter vers le futur, les amis. Imaginez à quoi va ressembler le futur iPhone qui sort là, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. Les rumeurs ne manquent pas, Pierre. Oui, elles sont elles sont très nombreuses depuis très longtemps, et surtout, elles n'ont pas fini de varier, parce que y a une chose qui semble vraiment poindre, c'est que alors qu'on est en juillet, on peut le dire officiellement, s'il n'y a pas de scoop. C'est confirmé. On vient d'avoir une note AFP qui vient de tomber en juillet. La phase de prototypage des iPhone 8, ou quel que soit leur nom, ne semble pas encore être terminée. Ce qui veut dire plusieurs choses, c'est qu'il y a encore plein de rumeurs qui tournent dans tous les sens, parce qu'il y a encore plein de modèles qui circulent. Ce qu'on voit là, c'est du ce qui veut dire que du coup, la phase de production de masse n'est pas encore commencé, ce qui veut dire que même si a priori ils vont tenir un calendrier d'annonce en septembre, il n'y aura pas forcément suffisamment d'iPhone 8 au lancement. Voilà. Alors Jean-Sébastien, visiblement il y aurait 3 iPhones cette année. Oui, alors en fait il y aurait effectivement l'évolution des iPhone 7 et 7 Plus actuels, donc comme classiquement, comme ça se fait donc 7S sur l'autre. 7S voilà, exactement. Et surtout il y aurait cet iPhone 8, iPhone édition, on ne connaît pas encore le nom, qui lui
aurait un design enfin complètement nouveau, puisqu'on rappelle quand même que les iPhone 7, c'est les designs des iPhone 6. Donc 6, 6S, 7, 7S, ça fait 4 générations qu'ils ont plus ou moins le même design. Donc cet iPhone 8, lui, aurait un écran qui occupe toute la face avant, voilà, bord à bord, comme sur le LG G6, comme sur le Galaxy S8, avec un écran OLED, enfin aussi. C'est une petite révolution quand même. Bah oui, c'est une révolution, et puis alors ça va aussi participer au faible nombre d'appareils disponibles. C'est que Apple, il aurait peut-être bien voulu passer à l'OLED avant, malgré la qualité de ses dalles Retina LCD, mais il faut se mettre dans la queue pour en avoir, quoi. Et même si on est Apple, on a du mal à avoir le premier même ticket quand on est Apple passe-passe. et qu'on arrive, moi je vous en prends 80 millions par trimestre. Il faut avoir la capacité de production. Surtout quand on les commande à Samsung, LG qui va. LG a construit des usines. Profiter de ses ses écrans premiers. Voilà. Faut imaginer. Qui doit se servir en premier. Mais LG et Samsung ont construit des usines spécifiques. Voilà, ont agrandi leurs usines même pour pouvoir faire de la production pour plusieurs milliards de dollars pour pouvoir satisfaire les demandes. Donc écran bord à bord. C'est ça, ouais. Écran AMOLED. Écran donc AMOLED. Et puis voilà, il y a cette grande question. Où est le Touch ID? Où est le Touch ID? Voilà. Effectivement, quand on a un écran qui est sur toute la face avant, on n'a pas de bouton d'accueil physique. Donc où est-ce qu'on met le capteur d'empreinte digitale? La piste qu'on aimerait tous voir se réaliser, c'est d'avoir ce capteur d'empreinte qui est intégré à l'écran. C'est-à-dire on pose son doigt sur l'écran et voilà, sur une partie de l'écran. Il y aurait une partie basse de l'écran qui serait réservée à une sorte de dock et qui s'adapterait en fonction des usages, ou pourrait être placé le capteur d'empreinte digitale. On serait pas obligé d'appuyer sur le bouton. Voilà, le bouton physique disparaîtrait et il y aurait sous cette surface-là un lecteur d'empreintes qui serait caché sous la dalle, qui serait micro-perforé. Alors c'est ce que disent certains brevets d'Apple. C'est pour ça qu'on a des détails techniques, mais on ne sait pas si ils ont réussi à passer de l'étape brevet à l'étape mise en production de masse. Parce qu'on sait que par exemple pour le Galaxy S8, Samsung voulait le faire et n'a pas réussi à le faire. Donc ils l'ont mis derrière. Chez Samsung. Et donc est-ce que Apple, en ayant un peu plus de temps, aurait réussi à le faire ou pas? Ça, c'est une première question. Et puis, il y a une piste qui semble émerger, qui a été mise en avant par un analyste, Ming Chi Kuo, qui est un analyste qui est plutôt connu pour être fiable, pour tout ce qui touche à Apple. Et puis ça a été corroboré le lendemain par Mark Gurman, qui est un journaliste de Bloomberg, qui est un petit peu, je sais pas, je pense qu'il a un bureau à côté de celui de Tim Cook. Enfin, il a des infos super fiables aussi, qui disent que en fait Apple se serait complètement débarrassé du Touch ID et utiliserait une techno de reconnaissance faciale 3D pour débloquer l'iPhone. Ah bon. Voilà. Dans la nuit, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Dans la nuit de l'hiver, plusieurs circonstances, bien sûr. Voilà. Donc, mais ça, pour l'instant, ce ne sont effectivement que des rumeurs qui reposent sur différents prototypes. Et on sait que Apple teste certaines technos dans un prototype et pas dans d'autres, etc. Donc, c'est difficile d'avoir un portrait très, très fiable. Apple reviendrait aussi au vert, comme à l'époque du 4S et du 4. C'est ça aussi, en fait, même à l'arrière. Façade vert avant et arrière, et puis alors toujours d'après les dernières fuites ou je sais pas, enfin en tout cas voilà de Mark Gurman, il y aurait effectivement un cerclage métallique très fin autour avec qu'on verrait à peine, qui serait très fin. Voilà, c'est ça. Et l'induction, qui pourrait aussi faire son apparition. Aussi, oui, la recharge par induction. Après, est-ce que Apple, du coup, si l'induction va laisser le port Lightning ou pas? Est-ce qu'ils aimeraient arriver à un smartphone sans plus aucune prise après le port jack, enlever le port Lightning? Ça paraît quand même un petit peu osé, je pense. Ils ont une techno maison qui leur permettrait de plus avoir de port, donc plus de trous pour une prise d'eau, enfin pour une entrée d'eau. C'est les smart connectors qui sont présents dans tout ce qui est iPad Pro, notamment, et qui permet de recharger, de transférer de la data sans avoir à avoir une entrée d'eau ou une voie pour la poussière dans un appareil. Bon, très bien. Et alors, si on se projette beaucoup plus loin, l'iPhone de dans 10 ans, ça pourrait être quoi? Ouais, on s'est un peu amusé à essayer de voir ce que ça donnerait, mais alors c'est pas évident à savoir parce que en général,
quand on se projette sur 10 ans, on est à peu près sûr de se planter, en vrai. Mais bon, globalement, quand on voit les tendances, on se dit alors est-ce que effectivement tout ce qui est interface vocale, ça prendrait pas la place de l'interface tactile, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'aurait plus d'écran? Est-ce que l'iPhone serait une sorte de combinaison de l'Apple Watch connecté à une paire de lunettes sur laquelle on aurait de la réalité augmentée sur ces lunettes? Pour quand même avoir de l'affichage, parce que comment on jouerait sans écran, etc. C'est toujours un peu compliqué de se dire à quoi ressemblerait l'iPhone. Effectivement, ça pourrait ne plus être un parallépipède tel qu'il existe, mais ça pourrait aussi être un parallépipède tel qu'il existe. Le mythe de l'écran souple. Pliable. Pliable, etc. Après, c'est vrai que c'est un fantasme, mais il faut aussi... Il y a plus de choses du côté de Samsung. Il faut voir ce que ça apporte en termes d'usage et de confort d'utilisation au quotidien. Alors effectivement, comme je disais très bien JS, ça aurait de la gueule. Mais très souple. Mais est-ce que c'est pratique à utiliser? Et puis le problème surtout, c'est l'écran est souple, mais alors les batteries souples, moi j'en connais pas encore. Donc comment on l'alimente tout ça? C'est ça le souci. Là, il faut se dire que après on peut avoir une accélération technologique très importante qui va complètement changer le facteur de forme. Mais pour l'instant, on a un facteur de forme qui est relativement éprouvé, qu'on peut améliorer, qu'on peut perfectionner, qui peut effectivement, et chez Apple il y a une certitude, c'est qu'on croit beaucoup à la réalité augmentée. D'ailleurs l'AirKit qu'on a vu qui a été annoncé en juin dernier à WWDC, qui permet de créer des applications en réalité augmentée. Tout ça, on sait que c'est très important dans l'esprit d'Apple, et on peut effectivement, comme le dit JS, imaginer que le smartphone va se virtualiser. Au moins dans une première étape s'enrichir d'une extension qui pourrait être des lunettes. Comme l'Apple Watch, on aurait une paire de lunettes. Voilà, on peut imaginer. Et petit à petit se désolidariser du téléphone pour avoir un smartphone vraiment dans ces. Ça va dépendre de la puissance de calcul qu'on peut mettre, de la batterie qu'on peut mettre dedans, et puis aussi de la réception que les gens vont en faire. Parce qu'on a bien vu avec les lunettes, les Google Glass, sur le papier c'était super, mais là, il faut voir les usages qui viennent avec, mais c'est surtout que c'était assez problématique, intrusif et problématique, parce qu'il y a plein de gens qui se sentaient espionnés. La société n'est pas prête aujourd'hui. Donc il faut que les gens, il faut que les usages et la mentalité des gens évoluent. C'est parce que la Google Glass avait une caméra. On pourrait avoir des lunettes sans caméra, juste pour la partie réalité virtuelle de l'utilisateur. Comment on se passerait de l'appareil photo? Non, et puis même si on veut faire de la réalité augmentée, il faut quand même filmer ce qu'on voit pour faire une projection. Bon, en tout cas, si Apple nous écoute, ce qui serait bien, c'est qu'il progresse sur la batterie, parce que c'est ce qu'on regrette toujours à chaque fois avec les smartphones. C'est l'autonomie qui, elle, ne progresse pas, voire baisse. Il y a beaucoup de technologies. Sur les dernières générations, la dernière génération, elle est repartie un petit peu à la hausse, mais effectivement, il y a quelque chose d'intéressant alors si ça s'avère, sur l'iPhone 8, c'est que Apple aurait changé de format de carte logique. Il aurait une carte logique on va dire en étage, ce qui lui permettrait de faire quelque chose de beaucoup plus compact pour laisser de la place. Une batterie en L un peu plus grosse qui lui permettrait de tenir plus longtemps. En fait, l'iPhone du futur, c'est une batterie. Voilà, c'est une bonne grosse batterie de camion. Une grosse batterie avec une puce sur le côté. Alors que l'iPhone du présent, c'est un iPhone plus une batterie rechargeable. Quand même à côté. C'est ça le powerbank. Voilà. Voilà, ce 01 Live spécial 10 ans de l'iPhone, c'est fini. Oui, allez, dernier tour du côté de la question 01net Orange, le petit sondage hebdomadaire. Dites-nous ce que vous attendez du nouvel iPhone qui sera présenté à la rentrée, on en parlait à l'instant. La reconnaissance faciale, un capteur d'empreinte sous l'écran, un écran bord à bord. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir parmi ces trois innovations possibles? Merci à Jean-Sébastien Zanqui, à Pierre Fontaine surtout d'être venu ce soir. Pourquoi surtout? Il était bien aussi, Jean-Sébastien. Non, parce que Pierre est là depuis le début. Par contre, moi je veux dire merci surtout à Pierre Thiolin et Thomas Remiret, parce que là, ils ont un peu souffert aujourd'hui. Regardez les pauvres, ils sont là, ils n'en peuvent plus. Parce qu'on a eu des problèmes techniques, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est en léger différé ce soir, mais on voulait absolument partager avec vous ces 10 ans de l'iPhone, et merci aussi à Noémie qui a produit cette émission. On se retrouve très vite. Portez-vous bien, à très bientôt sur 01net TV.